Salut à tous les artpreneurs, à toutes les personnes qui nous regardent en ligne. Nous sommes vraiment heureux de vous accueillir à nouveau à notre émission, le podcast L'Artpreneur. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir une invitée très spéciale, une compositrice depuis plus de 10 ans qui exerce ici comme à l'international, en cinéma, en documentaire et même pour des jeux vidéo. Gagnante de plusieurs prix tels que le prix émergent Culture Montérégie Télé-Québec 2022 et le prix Canadian Screen Awards pour le documentaire J'ai placé ma mère en mai 2024 et bien plus encore. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Stéphanie. Merci de m'avoir invitée. C'est vraiment un plaisir. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Oui, je vais super bien. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux me dire, c'est quoi un compositeur au final? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi un compositeur de musique à l'image? Oui. Un compositeur, un compositeur, c'est quelqu'un qui va créer de la musique. On a des auteurs-compositeurs, on a des compositeurs qui écrivent pour des orchestres, des ensembles. Puis un compositeur de musique à l'image, en fait, c'est que on crée de la musique, mais on l'intègre, on va l'intégrer sur l'image, donc sur le film, sur un jeu vidéo, sur différents médias, en fait. Puis c'est ça peut quand même paraître un peu abstrait. C'est quoi créer de la musique? En gros, ce qu'on fait, on part de l'ordinateur. C'est très technique, là. On part de l'ordinateur ou bien, moi, j'aime ça aller sur mon piano. J'ai vu habituellement les images, au moins un premier montage du film. Ça peut m'arriver des fois même d'arriver en scénario avant même que le film soit tourné. Moi, j'aime ça aussi parce que ça me permet d'avoir plus de temps pour créer, là, puis pour réfléchir à mes idées. Mais souvent, on va nous appeler lorsqu'il y a un premier montage ou lorsqu'il y a un picture lock, là, lorsque le film est pas mal monté puis que ça bouge plus au niveau du temps. Et puis là, on va vraiment on va écouter le film. Puis on a eu une conversation avec le réalisateur et la production avant, savoir c'est quoi la vision du film, c'est quoi les thèmes principaux du film. Des fois, ils ont des références, des fois, il y a de la musique temporaire sur les films. Parce que moi, ça me donne des balises et puis je suis en mesure de créer à travers ça, puis vraiment de m'en inspirer. Puis une fois que ça, j'ai vu le film, que j'ai eu la conversation, souvent, je vais arriver sur mon piano, puis je vais comme essayer des idées, juste des mélodies, des thèmes, juste des accords, un suivi, une structure harmonique que je pense pourrait bien fonctionner avec l'émotion de certaines scènes. Puis à partir de là, après ça, je vais aller dans mon ordi, puis là, j'ai mon logiciel, puis genre, j'ai un clavier MIDI, puis là, je vais composer avec des banques de sons qu'on appelle. Après ça, il y a plusieurs étapes. Après, une fois qu'on fait ça, on doit aller souvent, en fonction des besoins, on va souvent devoir aller enregistrer certains instruments parce que certains instruments ne sonnent pas très bien comme dans une maquette. On va essayer de le faire sonner le plus réel possible, mais des fois, c'est juste pas possible. T'sais. Donc, on va enregistrer certains instruments de musique en studio. Donc, il y a tout le processus d'enregistrer en studio à l'image. Donc, je dois préparer des sessions pour ça. Je suis dans le studio, je suis dans la régie. C'est moi qui dirige l'enregistrement en studio. Après, il y a toute l'édition. Donc, je reçois c'est un peu comme ce que les réalisateurs font l'édition, mais nous, on fait ça, mais au niveau du son. Donc, on édite des extraits qu'on a enregistrés, qu'on trouve qui fonctionnent le mieux. Puis après ça, on va mixer la musique. Puis ensuite, on envoie tout au mixeur. Donc, voilà, ça, c'est plus développé comme... C'est vraiment intéressant d'entendre parler de comment cette musique qui nous influence tant dans les films, les documentaires qu'on regarde, qui nous émue. Je peux dire pour moi, j'ai déjà pleuré à cause d'une musique dans un film. C'est intéressant d'entendre tout le travail que ça prend. C'est pas juste de plaquer musique n'importe comment. Oui, c'est ça. Il y a vraiment une réflexion derrière. Puis aussi, tu sais, c'est pas notre projet en soi. On se fait appeler pour venir collaborer sur un projet. Fait il y a tout ce côté-là où nous, on doit vraiment essayer de suivre le plus possible la vision du projet en soi, plus que nous, ce qu'on aurait eu le goût de faire peut-être sur le film. Mm-hmm. C'est un peu comme une colle qui fait tout fonctionner. Oui. Ouais, merci. Et est-ce que tu peux me dire alors comment tu as pris la décision de te lancer dans la compo musicale de cinéma? Oui, c'est complexe. Ça a pris le temps, ça a pris quand même plusieurs années avant de vraiment que je me suis enlignée là-dessus. Mais j'ai quand même pris les décisions pour me rendre là, quand même assez jeune. J'ai écrit ma première pièce sur papier à 10 ans.
J'avais une professeure qui me voyait que je jouais tout à la même affaire, puis elle savait que ça venait de nulle part. Puis elle s'est dit, ben veux-tu que je te l'écrive? Tu sais, fait qu'elle m'a là, tu sais, c'est moi qui inventais là, sur mon violon, parce que je suis violoniste à la base, c'est mon instrument de prédilection, avec lequel j'ai commencé. Là. Donc c'est ça, donc elle me l'avait écrit, fait que tu sais, ça c'était un peu comme mon point de départ au niveau de la création. Puis dans ma jeunesse, quand j'apprenais cet instrument-là, j'avais tout le temps souvent, j'aimais improviser. Et puis, j'avais tout le temps ce côté de... Genre, j'avais goût d'inventer une suite. T'sais. Genre, je trouvais que la fin n'était pas finale, donc j'inventais pour finir. Donc, souvent, ça m'arrivait en spectacle j'avais une pièce que j'avais montée, puis à la fin, je continuais. C'est ce genre de choses que je faisais qui était quand même... Le côté improvisation, j'étais pas au courant que c'est ça que je faisais à ce moment-là, mais c'était comme inné à l'intérieur de moi. Dieu m'a donné un don que je savais même pas c'était quoi, tu sais. À l'âge de 13 ans, quand j'ai vu Le Seigneur des Anneaux, le premier, là, ça m'a vraiment ouvert l'esprit au niveau de la musique à l'image. Ça venait me chercher, là, tu sais, c'est vraiment beau, là. Ça m'a vraiment donné un point d'ancrage où j'étais comme, c'est quoi ça, tu sais? Comme j'étais au secondaire en concentration musique à ce moment-là, j'étais allée me poser une question à mon professeur. J'ai dit, ah, c'est quoi ce métier? Puis c'est lui, il m'a dit, ben c'est la composition, tu sais, tu peux écrire pour des films. Donc c'est là que j'ai compris, que j'ai comme appris que ça existait. Et puis c'est vraiment à ce moment-là, j'ai dit, OK, mais si je veux faire ça plus tard, tu sais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis lui, il m'a dit, ben apprendre le piano. Parce que ça va être un outil, je pense, qui va être nécessaire pour toi pour composer. Tu sais, pas seulement des mélodies, parce qu'au violon, c'est vraiment un instrument mélodique. Donc c'est là, à partir de là, je pense que l'année suivante, j'ai commencé des cours de piano. J'en ai fait pendant une dizaine d'années, en plus de mes cours de violon. Puis là, je prenais aussi, je faisais d'autres instruments à cette école-là, là, parce que c'était une harmonie. Là, donc j'ai fait du cor français, un peu de saxophone. Donc j'aimais beaucoup explorer les différentes sonorités, les différents instruments de musique. J'ai commencé à écrire beaucoup de compositions. Et puis, au cégep, je suis rentrée en musique. J'ai fait un double deck, musique et sciences pures. Mais en musique, j'étais en compo électroacoustique, que ça s'appelait, là, un programme à Saint-Laurent. Puis, mais après le cégep, vraiment, c'est là que je voulais vraiment me diriger. Fait que, tu sais, j'ai pris les bonnes... J'étais allée chercher les cours que j'avais besoin à l'université pour me rendre où ce que je suis rendue. Puis j'ai fait des workshops à l'international, entre autres, parce que je trouvais qu'il manquait de connaissances ici pour pouvoir aller où ce que je voulais, moi, où je voulais me rendre. Donc c'est ça. Donc j'ai fait beaucoup de workshops par après. Puis j'en fais encore. Je pense que ça répond à ta question, mais oui, ça... c'est très... Tu nous as même donné plus, puis ça me rappelle aussi... Tu as mentionné qu'à 10 ans, même avant que tu savais écrire une partition, écrire tes compositions, tu avais une inspiration, tu jouais, puis il y avait quelqu'un qui était là pour te supporter, pour t'aider. Et pour faire un lien, bien, ça me fait penser à moi et ma grande sœur. Quand j'étais toute petite, j'avais peut-être 5-6 ans, je chantais tout le temps des mélodies, puis elle écrivait les paroles parce que je ne savais pas comment écrire. Donc ça m'a rempli de joie d'entendre que même une compositrice de musique à l'image qui a gagné plein de prix et tout, ben, c'était comme un rêve de petite fille qui a juste naturellement grandi, puis tu as pris des décisions en conséquence, en demandant des questions à ton enseignant au secondaire, en allant chercher justement comment faire pour atteindre ton objectif, puis tu as travaillé fort pour arriver là. Donc, pour moi, c'est très inspirant. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Comment tu as fait en commençant pour décrocher tes premiers contrats? Dans mes cours à l'université, on m'avait dit, tu sais, il faut aller faire du réseautage. Et puis, ben, j'ai apporté Josie avec moi. La première fois que j'en ai vraiment fait au Québec, en tout cas. Que tu connais, Josie Lefebvre, que tu la connais très bien. Oui, la directrice en audio-visuel au Studio Sala. C'est ça. Effectivement. Bien sûr. Alors, c'est ça, j'ai amené Josie. Je ne pas du montage. Mais c'est ça, fait que j'ai amené Josie avec moi, puis j'ai apporté... j'avais une autre de mes collègues qui était aussi compositrice avec moi. Puis on est allé dans un événement qui s'appelait Alia. En fait, maintenant, ça s'appelle Alia, mais en fait, c'est FCTMN à l'époque. C'est les femmes des médias numériques du Québec, en fait. Puis ils font souvent des événements de réseautage des 5 à 7. Puis une fois par mois, ils faisaient des genres de panels, des talks où, dans le fond, ils invitaient
personnes haut placées dans le milieu de l'industrie pour venir nous parler pour les femmes, pour venir nous encourager, entre autres. Donc, c'est ça. Donc, c'est la première fois que je suis allée faire du réseautage au Québec. C'était avec mon amie Josie. Et clairement, ça s'est bien passé parce que tu es gagnante à plusieurs reprises, oui, de plusieurs... Bien, c'est ça. J'ai rencontré... puis elle était là quand je les ai rencontrés en plus. C'est quand même spécial. Mais Annick, je vais la nommer, là, Annick Salas, on a comme commencé à travailler beaucoup ensemble. Et puis, elle, par après, ben, elle avait son conjoint qui la regardait de derrière, mais son conjoint, c'est un réalisateur de documentaires. Puis, ça a donné que, tu sais, il aimait ce que je faisais avec elle. Fait qu'il a fini par m'engager sur ses affaires. Puis, d'où viennent mes certaines nominations. C'est à cause de ça. J'entends beaucoup, des fois, c'est qui on connaît ou qui nous connaît qui peut vraiment faire une différence dans notre parcours. Donc, c'est important de se mettre vers l'avant, de rencontrer de nouvelles personnes. C'est ça. Mais c'est pas seulement de les rencontrer, tu as raison, là. Mais c'est aussi de garder ce contact avec ces personnes-là, puis de développer la relation. De développer la relation, c'est ça, parce que sinon, souvent dans ces soirées-là, tu rencontres cette personne-là, puis genre, si tu vas pas prendre un café avec par après, là, parce que tu as parlé peut-être 15 minutes, cette personne-là va t'oublier rapidement. Donc, c'est important, comme tu dis, de garder une relation avec ces gens-là. Oui, absolument. C'est beau de dire « je connais une telle personne », mais c'est encore meilleur de pouvoir, je pense, bâtir des relations authentiques. Pas juste parce que tu peux faire quelque chose pour moi, mais je te trouve intéressant, j'aime ce que tu fais, j'aimerais apprendre de toi ou apprendre plus sur ce que tu fais. Puis je pense juste une curiosité sincère fait toute la différence. Oui, tu as raison. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton processus créatif? Comment tu arrives à jongler ton côté artiste avec les aspects qui sont plus commerciaux de ton métier? Oui. En fait, en gros, je vais faire ça court, là, mais... En gros, il faut vraiment que je dois me... Tu sais, je le prends plus personnel, là. Il faut vraiment que je... Au début, je pense que quand tu commences, tu prends... C'est un peu ton bébé, là, fait que tu prends tout personnel. Fait que c'est difficile, genre, t'arrives avec une proposition puis qu'une personne te dise « Ouais, mais c'est bon, mais c'est pas ce que je recherche. » Mais on est vraiment comme... On est des contracteurs. On va se faire appeler pour... donner un service. Donc, il faut vraiment séparer ça, ce côté-là artistique. Oui, il va y avoir une partie de nous qui peut amener quelque chose de créatif, mais tu es vraiment là pour rendre un service à une personne, puis à une équipe, puis à la vision du projet, là, du film. Donc, c'est important de vraiment séparer ça. Puis, moi, j'appelle ça, c'est vraiment, tu mets un peu ton côté créatif, quoi qu'il est là, pareil, un peu. Mais vraiment, tu y vas vraiment plus côté technique. On est plus technique à ce moment-là. On connaît les codes, on connaît tout. Donc, après ça, il faut juste... Bien, pour ce projet-là, c'est ça qu'il y a besoin. Donc, le côté artistique doit pas prendre le bord, mais doit comme... on doit mettre un peu de côté quand même, par moment. Ouais. Il faut savoir quand faire la différence entre un projet personnel ou artistique. Ouais. Et là, c'est ma job. Je dois rendre un service, un produit. C'est ça. Il y a un délai à respecter. C'est ça. Et je sais qu'il y a plusieurs artistes qui, des fois, mais parfois, ils ne sont pas satisfaits avec le résultat final. Alors, est-ce que pour toi, c'est facile de te détacher un peu de « OK, ben c'est fini, mon délai approche, il faut que j'envoie quelque chose, même si c'est pas fini. » Ouais. Selon tes propres standards selon tes propres standards. Ouais. Je te dirais, le plus important, c'est qu'il faut que tu envoies à temps. Parce que, tu sais, on veut pas... On veut se faire rappeler aussi. On veut se faire rappeler. Donc, il faut que tu envoies à temps. C'est ça le plus important. Après ça, s'ils sont contents, là, même si toi... Tu sais, après ça, à la limite, tu peux te faire une version pour toi. Tu comprends? Ouais. Ouais, moi, je le fais des fois, là, quand je suis comme « Ah, il me semble j'aurais aimé ça rajouter... ça me manque ça, tu le réécoutes par après. Des fois, je le fais pour moi, tu sais. Mais vraiment, les deadlines, c'est important dans ce milieu-là. Faut vraiment juste tout te donner. Puis s'ils sont contents, je dirais, puis tu sais que c'est quand même... faut quand même que tu t'assures que c'est bien fait, là, d'une bonne qualité. Mais tu sais, il y a tout notre côté créatif à côté qui a le goût d'en mettre plus, tu sais. Mais il faut vraiment prendre le temps de se détacher, mais... C'est ça. C'est comme ça que je le vois. Puis je pense qu'à force d'en faire, le détachement se fait.
plus facilement. Ouais. Au début, c'est plus difficile. Plus tu avances dans ta carrière, plus c'est facile. Ouais. Plus facile à faire le tri entre ce qui est pour moi puis ce qui est pour la job. Ouais. Ouais. C'est vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé le fait que tu nous as partagé, tu nous as dévoilé ton secret de... Des fois, je finis mes compos différemment de ce que j'envoie aux clients. Ouais. Parce qu'il y a aussi une satisfaction personnelle. Exact. Je pense qu'il est important pour ne pas perdre justement la passion de créer, l'amour pour l'art. Parce que si on est juste en train de faire tout ce qui est technique puis on devient un peu robotique, on peut détester ce qu'on fait. C'est ça. Donc, à un moment donné, à un moment donné, ça peut être redondant. Tu sais. C'est ça. Ouais. Donc, merci pour l'astuce. Si vous voulez garder votre passion vivante, ben juste envoyez pas votre version préférée nécessairement. Là. Vous pouvez la finir dans votre temps personnel puis garder une petite carte mémoire de votre version finale de votre art. Bien, souvent dans notre milieu, tu sais, la musique est souvent sous-mixée, tu sais, dans les films. Tout le côté mix, des fois, pour nous, on le sait qu'elle doit être sous-mixée parce que la narration doit passer en haut, tu sais, c'est normal. Mais moi, j'aime ça me faire une version mixée, juste la musique, là, tu sais, sans narration, tout ça. Fait que j'aime. Mais ça, je suis pas toute seule. On est beaucoup à faire ça dans ce milieu-là. Ouais. Alors, tu es aussi maman de jeunes enfants. Il y en a 2. Et tu enregistres parfois à la maison. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu concilies ta vie privée, ta job de compositrice, d'enregistrement, studio à la maison? Mais, tu sais, le côté enregistrement, je te dirais, ça vient une fois que j'ai comme composé. Des fois, ça m'arrive d'enregistrer parce que je crée en même temps, mais des fois, je vais avoir écrit avant la musique. Donc, je peux le planifier un peu quand même. Ouais. Mais ça n'arrive pas tout le temps que je peux. Des fois, ça m'arrive que je suis comme « Ah, chenoute, il faut absolument que j'enregistre là parce que j'ai une idée en tête qui s'en vient, puis il faut que je l'enregistre, sinon je vais l'oublier. » tu sais. Mais c'est ça. C'est complexe un peu. Tu sais, l'été, des fois, je demande quand mon conjoint est là, on va dire la fin de semaine, là, quand mon conjoint est là, je lui demande « Va au parc avec les enfants. » Parce que vraiment, même si j'ai bien beau comme m'assurer que c'est bien insonorisé, on les entend, là, c'est des enfants. Hein? Mais souvent aussi, je veux dire, ils vont à la garderie. Fait que, je planifie en conséquence. Quand ils vont à la garderie, j'essaie de planifier, ici, de telle heure à telle heure, c'est là que j'enregistre. Il faut planifier. On n'a pas le choix. Quand on est des enfants, il faut planifier. Oui, voilà. Absolument. Puis je souris parce que moi aussi, j'ai 2 petits-enfants, puis je peux comprendre que quand ils sont en bas âge, si ça veut crier, si ça veut rire, si ça veut maman, ça va cogner sans arrêt. Il faut que tu ouvres la porte. Quand j'ai des rencontres, des fois, j'ai beaucoup de rencontres Zoom, là, quand même, mais avec des clients, là, ça arrive 1 fois sur 2 qui rentrent. Ils veulent dire allô aussi aux clients. Oui, c'est... Mais en même temps, tu sais, ça fait partie de ma vie. Puis, tu sais, ces gens-là, ils savent là, que j'ai des jeunes enfants. Puis je veux dire, ils veulent travailler avec moi. Fait qu'ils sont conscients que ça va arriver. Puis c'est bien correct, là. Ça fait qu'on est humain, hein, on n'est pas des robots. Absolument. Puis je pense qu'il y a la beauté dans, justement, le travail à la maison, dans tout ce qui est virtuel, puis l'âge dans lequel on vit, parce que les gens sont plus compréhensibles envers, justement, les gens comme moi et toi, qui ont de jeunes enfants, qui travaillent de la maison, puis sur un appel Zoom avec des clients, peu importe l'importance, peu importe les zéros dans le contrat, il se peut que la petite ou le petit viennent, puis disent allô, puis... X, Y, Z. Oui, c'est vrai. Puis je te dirais, avant la COVID, c'était moins bien perçu, je pense. On dirait que depuis qu'on a passé à travers cette ère, on va dire ça comme ça, mais c'est beaucoup plus... les gens sont beaucoup plus compréhensifs, on dirait. À la vie. Il y a eu une bonne évolution, je pense, à ce niveau-là. On est chanceux, là, parce que... Stéphanie, je sais que parfois, tu voyages aussi à l'international parce que, bien évidemment, tu as des contrats à l'étranger. Comment tu fais pour quitter tes enfants, quitter ta vie québécoise, canadienne, pour partir dans le monde, faire ce que tu as à faire? Ça se passe comment pour toi? En fait, il faut planifier. Il faut bien planifier. Puis en général, tu sais, je suis bien entourée. Moi, j'ai mon mari là, qui est avec moi. Puis avec ma mère tu sais, en fait, il faut avoir un réseau d'aide autour de nous pour être en mesure. Nous, en tant que femmes, on n'a pas le choix. Faut se faire aider vraiment par le plus de personnes autour de nous, que ce soit pendant les voyages ou quand on a des contrats.
Puis moi, sérieux, si c'était pas de mon conjoint, si c'était pas de mes parents, puis de toutes mes... Tu sais, je veux dire, moi, je Tes proches, ouais. Mes proches, mes frères et sœurs, là, qui des fois me dépannent parce que je suis vraiment mal pris, puis j'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper des enfants, pour pouvoir aller faire... pour pouvoir aller, je sais pas moi, comme tu dis, mettons, partir en voyage pour un événement, un festival ou parce que je vais aller faire un workshop, ben tu sais, je suis vraiment bien entourée. Mais il faut s'entourer. Il faut se créer Une communauté. Une communauté pour s'aider. Puis ça permet justement de faire avancer notre carrière là, à ce moment-là. Mais c'est pas tout le temps évident. C'est pas comme les hommes. Hein? faut qu'on le planifie. Puis, tu sais, les enfants, ils voient quand maman n'est pas là. Ça fait une différence. Puis ça peut être plus difficile. Fait que c'est ça. C'est sûr qu'il y a tout ce côté-là aussi, mais il faut qu'ils comprennent aussi que maman, elle a une carrière. Puis c'est pas juste papa, mettons. Donc... Absolument. Je vais faire écouter mes enfants cette partie de l'émission pour qu'ils puissent comprendre aussi que moi aussi, je dois partir travailler. Donc, merci pour ce partage. Oui, absolument. Puis je pense que c'est merveilleux de savoir qu'il y a justement des communautés qui existent pour supporter les femmes entrepreneurs, les jeunes mères aussi, de jeunes enfants, etc. Puis qu'en art ou peu importe le domaine, bien, c'est possible de réussir juste en s'appuyant sur les personnes qui sont là pour nous supporter, de ne pas se gêner de demander l'aide. Et je pense que c'est aussi super beau de savoir que dans l'art, dans la créativité et même dans l'entrepreneuriat, ben, on n'est pas en train de réussir au niveau individuel, mais on est vraiment en train d'avancer pour tout le monde qui nous supporte aussi et pour laisser quelque chose pour les plus jeunes, pour que ce soit plus facile pour eux aussi de suivre nos pas. Puis c'est fou, mais tu sais, sans notre entourage, on n'aurait pas de carrière. C'est vraiment grâce à eux, tu sais. Fait qu'il faut vraiment t'entourer par du monde qui croit en toi puis qui croit en ce que tu fais, tu sais. Voilà. Ouais. Et on croit beaucoup en ce que tu fais. On va regarder ton site web, www.stéphaniehamelin-filmmusiccomposer.com. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ton site web? Alors, beaucoup de ma musique, hein, c'est vraiment parce que c'est ça que je fais, là. Ma musique, quelques extraits de films sur lesquels j'ai travaillé, pas tout, puis mes coordonnées, entre autres. Voilà. Et tu avais mentionné, lorsqu'on échangeait avant, qu'on pouvait même retrouver sur ton site web des extraits avec la finale de Stéphanie Hamelin-Tomala. Donc, si vous voulez un exclusif, fait que c'est souvent... c'est ça. Fait que j'ai une playlist vraiment avec la musique que j'ai créée. Souvent, c'est pour des extraits de films. Mais des fois, je prends mes préférés puis je les développe un peu plus ou je les pimpe un peu. Je pense qu'on a bien compris. C'est ça. Tu es aussi passé à Télé-Québec Estrie où tu as pu parler d'une de tes compositions personnelles, La naissance du temps. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de celui-là? Oui, en fait, ça, c'est pour un projet futur aussi, là, parce que j'ai des projets d'albums de musique instrumentale que j'aimerais faire, vraiment des projets personnels. Hein, donc, là où je développerais vraiment plus ma créativité en plus, vraiment parce que c'est pour moi. Là. Puis quand j'ai gagné le prix, dans le fond, dans le prix, il disait qu'il ferait une vidéo sur moi. Fait que je me dis, ben comme ça serait fun que j'ai écrit une composition, puis je leur ai dit, tu sais, je vais créer une composition. Fait qu'ils m'ont pris un peu pendant que ils m'ont filmé pendant que je la développais. Donc, quand je développais mes idées de base jusqu'au moment où j'enregistrais quelques musiciens. Donc, on me voit en studio par après. Puis, ils ont utilisé ma musique. Puis, ils m'ont passé en entrevue en même temps. Fait qu'ils ont comme fait un beau petit montage. Ça. Puis, La naissance du temps, vraiment, ça parle en fait, c'est à cause de mes enfants aussi, hein, parce que ça parle de la naissance, puis du temps qui passe. Puis, j'étais beaucoup inspirée par mes enfants pour cette pièce-là, en fait. Fait que voilà. J'ai hâte de l'entendre. Vraiment. Tu diriges aussi parfois des orchestres. Est-ce que ça t'arrive souvent de faire ça? J'aimerais que ça arrive plus souvent que ça l'arrive. Souvent, je te dirais de temps en temps. J'écris beaucoup pour orchestre. Puis après ça, c'est dirigé par un chef d'orchestre. Ça m'arrive des fois quand je pars en studio de aussi diriger.
Mais en général, quand on travaille avec comme des gros ensembles comme ça, c'est bien d'être dans la régie en tant que compositeur. Puis être dans la régie pour entendre, tu sais, pour pouvoir donner les bons commentaires, les notes pour bien guider les musiciens. Puis, dans le fond, le chef d'orchestre fait le travail d'interpréter ce que je viens de dire. Donc, oui, ça m'arrive. Je veux que ça m'arrive plus souvent. C'est sûr que j'aime aussi ce côté-là de diriger un ensemble. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Sur les plus petits projets, je vais souvent faire les deux. Mais sur les plus gros projets, il faut avoir une grosse équipe. Donc, c'est ça. Mais j'aime beaucoup ça. Alors, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Il y avait une note comme quoi il fallait que tu parles d'un moment spécifique d'un extrait de vidéo. Est-ce que tu te rappelles du moment spécifique? Oui, ben en fait, on parle du documentaire Mon ami Omar, La bataille d'un travailleur saisonnier, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Fait que Mon ami Omar, La bataille d'un travailleur saisonnier, ça parle d'un Guatémaltèque qui vient travailler dans nos champs, qui était venu travailler dans nos champs au Québec. C'est un documentaire qui est sur Radio-Canada et en version anglophone sur CBC, qui peut être vu. Ça va être diffusé, mais maintenant, c'est aussi en ligne sur leur site, sur leur plateforme. Fait que vous pouvez aller le voir. Là. En gros, le documentaire, ça parle de ce travailleur-là qui travaillait dans nos champs, dans les fermes. Puis il s'est fait maltraiter dans certaines fermes ici au Québec. Le film en soi parle de son histoire. Puis moi, j'ai beaucoup aimé travailler sur ce film-là parce que ça parle de justice sociale. Puis, tu sais, moi, en tant que croyante, je me dis, c'est au moins je peux travailler sur des projets qui fait bouger les choses positivement pour des personnes. Ou qui fait bouger, parce que je veux dire, c'est quand même général, ça arrive quand même plus souvent qu'on pense. C'est pas seulement lui spécifiquement. Ça en parle dans ce film-là. Fait que, oui, fait que l'extrait, ça va être... en fait, tu veux voir un peu c'est quoi l'enjeu principal de ce film. Le réalisateur, il aime beaucoup comme mon son qui est comme un mélange de vocal, mais moi, j'aime beaucoup travailler avec la texture vocale et pas seulement les paroles. Fait que j'utilise la voix comme un instrument dans ce film-là. Et puis, tu sais, il y a des cordes là-dedans. Il y a beaucoup les cordes stridentes, là. Fait que je m'amusais avec mon violon à faire des petites sonorités un peu dissonantes, stridentes, là. Donc, un mix de tout ça ensemble, ça fait quelque chose de différent. Et voilà. J'ai le droit de dire cool. OK. Ben, je pense que oui. Okay. C'est cool. Ouais, c'est cool. Je trouve ça cool. OK, c'est cool. Lorsque tu as mentionné le fait que tu es croyante et tu as pu choisir de travailler sur un sujet ou un film qui rejoint tes valeurs, je pense que ça, c'est un autre avantage d'être travailleur autonome, de pouvoir justement faire le choix d'accepter ou non les contrats qui te plaisent et bien sûr qui payent les factures. Mais bien entendu, le choix et la décision, elle t'appartient toujours. Donc, c'est vraiment merveilleux. Est-ce que tu peux nous parler d'un moment clé, justement, dans ta carrière qui a vraiment lancé ta capacité à monétiser ton art? Je te dirais, c'est quelque chose de très progressif, puis on le voit, c'est comme ça y va par palier, puis on dirait qu'on s'en rend compte au fur et à mesure, tu sais. Je te dirais que quand j'ai travaillé sur l'industrie de la vieillesse, qui est la série documentaire avec Denis Desjardins, et après, j'ai placé ma mère avec le même réalisateur, on dirait que ça m'a placée comme... Ça m'a bien positionnée au Québec, puis ce que j'avais fait marchait bien. Donc, tu sais, j'ai commencé à me faire... c'était pas seulement aller dans des soirées de réseautage, mais là, c'était mon nom circulait. Mon nom a commencé à circuler un peu plus. Je me faisais référer beaucoup. Puis c'est ça qu'on veut. Fait que, puis c'est de là, je te dirais que ça m'a beaucoup aidée. Pour la suite à part après. Puis j'ai eu plusieurs contrats. C'est comme c'est un peu, un domino, là. Ce contrat-là a amené à quelque chose d'autre qui a amené à quelque chose d'autre à part les références, là. Donc voilà. Ouais. Parce que tu avais mentionné au début de notre entrevue que la qualité, le professionnalisme, le respect des délais, etc., c'est tellement important parce que décrocher un grand contrat, c'est beau. Mais après ça, c'est quoi le retour de ce client? Puis le bouche à oreille fonctionne encore très, très bien, surtout dans le milieu de l'art.
où les références sont ont beaucoup plus de poids qu'un beau CV. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je te dirais que c'est ça. Je peux pas aller autant à d'événements maintenant là, parce que mes enfants sont encore jeunes, donc je dois sélectionner. Mais ça a bien tombé, ça, ce côté-là. Parce que là, j'ai pas besoin de réseauter autant qu'avant. Là. Parce que ton nom circule. C'est ça. Ouais. Et tu as plusieurs prix. Oui, ça l'aide. Et des nominations. Les gens te prennent un peu plus au sérieux parce que dans ce milieu-là, quand tu es une femme, c'est ça, c'est compliqué. Ouais, mais tu réussis. Puis tu traces le chemin pour plusieurs femmes comme moi qui désirent se lancer ou qui se lancent ou qui sont dans leur début et qui font beaucoup de réseautage et qui commencent peut-être à avoir leur nom circuler dans les milieux. Mais toi, tu nous montres que c'est possible. C'est possible, oui. Que tu peux réussir et que tu peux même recevoir plusieurs prix en plus de juste réussir. Puis je pense que c'est encourageant de se faire reconnaître pour notre travail et nos efforts. Oui, surtout que ça nous aide aussi à croire en nous un peu plus parce que des fois, on doute. Hein? Je veux dire, on doute tout. Tous les artistes doutent à un moment donné d'eux-mêmes. Donc, c'est sûr que ça vient nous aider à ce niveau-là, là, juste à se dire, OK, finalement, peut-être que je suis à ma place. Là, ça va. Mais, oui, absolument. Puis, les droits d'auteur et les licences, comment tu gères tout ça en particulier quand tu travailles à l'international? Bien, tu sais, c'est les contrats. Il faut que tu t'assures que tes contrats soient bien, pas trop longs et très, très clairs avec tes collaborateurs. Là. Donc, tu sais, moi, généralement, j'essaie tout le temps d'avoir une licence non exclusive le plus possible parce que de cette façon-là, je suis en mesure de réutiliser ma musique où je veux par après. Là, si je veux la retravailler, si je veux sortir un album avec cette musique-là, par exemple, ben, je garde mes droits. C'est ça. La musique, elle continue à t'appartenir. Oui, c'est ça. Même après que la job soit terminée. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que c'est juste de s'assurer que son contrat, il est bien écrit, puis que c'est clair, puis que, je veux dire, tu peux quand même donner une licence non exclusive à une personne tout en leur donnant un droit de l'utilisation à perpétuité, donc jusqu'à la fin de leur projet. Donc, ils n'ont pas de... Comme ça, eux autres ne sont pas mal pris après comme 5-10 années. Là. C'est vraiment intéressant. Ouais. J'ai envie d'en demander plus, mais on n'a pas beaucoup de temps. Donc, je sais que tu composes pour plein de plateformes différentes, comme les films, les jeux vidéo, les documentaires. Quels sont les plus gros défis que tu rencontres et qu'est-ce que tu fais pour les surmonter? Gros défi, c'est la communication entre chaque collaborateur. Pour moi, chaque personne est différente. Quand tu commences un nouveau contrat avec une nouvelle personne avec qui tu n'as jamais travaillé avant, là, c'est tout le temps plus difficile. Puis c'est pas parce que ça devrait être plus difficile, c'est juste parce que les deux personnes ne se connaissent pas beaucoup. C'est nouveau. Tu dois prendre le temps d'apprendre à se connaître pour bien communiquer. Je pense qu'une bonne communication entre collaborateurs fait que le projet va bien fonctionner. Mais c'est tout le temps un enjeu, ça. À chaque nouveau projet, quand tu travailles avec quelqu'un avec qui tu as déjà travaillé, tu connais ses goûts, tu connais les choses qu'il aime, les choses qu'il aime moins. C'est beaucoup plus facile. Mais je te dirais peut-être les premières fois que tu collabores avec une personne, c'est plus difficile. Parce qu'il faut vraiment que tu prennes le temps de comprendre sa façon de penser, sa façon de réfléchir. Puis moi, de mon côté, il faut que la personne comprenne comment moi je travaille, pour pouvoir bien travailler ensemble. Oui, ça prend beaucoup de flexibilité, puis de compromis, puis ne pas avoir peur aussi de s'exprimer. Oui, mais tout en gardant un respect envers l'autre parce que c'est une collaboration. Hein, c'est pas on impose nos idées. Nous, de toute façon, en tant que contracteurs, on se fait demander un service. On n'est pas là pour imposer nos idées de toute manière. On est là pour proposer différentes solutions, différentes idées et puis... produire des résultats. Exactement. Ouais. Si tu devais donner un conseil à des artistes qui, justement, ils veulent aussi vivre de leur composition musicale dans le domaine du cinéma ou des jeux vidéo, je pourrais même dire dans l'entrepreneuriat artistique en général, quelles sont les compétences entrepreneuriales qui sont indispensables, justement, pour un artiste qui souhaite vivre de sa musique? Je te dirais, il faut être original parce qu'on est dans un milieu où il y a beaucoup, beaucoup d'artistes
musiciens, Musical, ouais. beaucoup d'artistes, beaucoup de personnes qui veulent créer. Mais pour pouvoir en faire un métier puis vraiment vivre de ça, il faut être original. Donc, il faut que tu trouves ta sonorité, il faut que tu trouves ton son à toi, puis il faut que ça soit différent. Il faut que tu te démarques. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu sois différent de ce que tu as l'habitude d'entendre pour avoir une chance de te faire appeler pour ton son plus que... Parce que, tu sais, si on te demande... Je vais donner un exemple niaiseux, là, mais si on te demande... Si tu dis, mais moi, j'aime beaucoup la musique comme John Williams ou comme Hans Zimmer, puis je veux faire comme eux, fait que là, tu commences à créer ce son-là, mais genre, les plus grosses productions, ils vont appeler Hans Zimmer puis John Williams, ils t'appelleront pas. Ils l'ont déjà fait. C'est ça. Ouais. Ils vont aller voir des personnes avec ce son-là plus qu'une personne qui commence, qui veut faire un son similaire. Donc, il faut vraiment, vraiment être en mesure d'apporter quelque chose de différent. Ouais. Donc, il y a de ce côté-là. Il y a le côté, tu réponds au deadline, tu arrives à l'heure, puis tu donnes plus qu'une proposition. Il ne faut pas que tu imposes une idée, puis il ne faut pas que tu aies peur de délaisser une idée, même si tu l'aimes. Mm-hmm. Si tu fais ça, ben tu peux avoir une carrière. Ouais, tu parles de l'authenticité, tu parles de montrer un peu d'initiative sans pour autant prendre le contrôle de ce qui se passe parce que c'est pas notre projet personnel. Il faut toujours s'en rappeler que là, on est en train de travailler, c'est de la bise, on est là pour produire un résultat, mais notre personne reste quand même importante. On a quand même un mot à dire, puis ça fait pas mal de partager ce qu'on pense, sachant que ça veut pas dire que c'est ce qu'on dit qui va prendre place, puis c'est correct parce que de toute façon, c'est professionnel, c'est pas personnel. Exactement. Ouais. Et ceci étant dit, comment toi tu fais pour te démarquer? Comment tu fais pour établir ta marque dans le domaine de la composition de musique? Déjà que c'est dur à intégrer. Comme tu as dit, encore plus dur pour les femmes. Et toi, tu es une femme, toi, tu es une maman, toi, tu es québécoise et pourtant, tu as réussi quand même. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Bien, un petit peu tout ce que je t'ai dit. J'ai trouvé mon son. Mais ça a pris du temps, ça a pris beaucoup d'années parce que dans notre milieu, on nous demande d'être en mesure d'écrire pour vraiment tous les styles parce qu'on nous demande tellement de différentes choses. Chaque projet est différent, chaque demande est différente. Donc, on doit être capable d'écrire dans tous les styles. Fait que c'est quand même facile de se perdre là-dedans. T'sais. Moi, ça m'a quand même pris du temps avant de me dire comment je pouvais me démarquer à travers ça. C'est une recherche de soi. Ça prend le temps que ça doit prendre, là. Mais il ne faut pas avoir peur de se dire, ben c'est quoi qui fait que moi, c'est quoi mes forces? J'avais beaucoup chanté, j'aimais beaucoup les cordes. Fait que je me suis dit, ben pour moi, ben mon son devrait peut-être se tourner un peu de ce côté-là. Puis après ça, moi, je me suis fait une playlist de c'est quoi mes top musiques de films que j'aime. Puis tout ce que j'entendais, comme tout ce qui revenait dans ces pièces-là, c'est qu'il y avait de la chorale, il y avait de la voix, il y avait... Mais pas de la voix comme des chansons avec des paroles. Il y avait vraiment, La voix comme un instrument. Ouais, où c'était intégré, avec l'orchestre. Puis aussi tout ce qui était textural. Donc, c'est ça. Donc, à force, d'écouter toutes ces choses-là, puis ça, c'est mes pièces préférées que j'aime écouter, bien, je me suis dit, si je mélange tout ça ensemble, avec ma façon personnelle de percevoir cette musique-là, ben c'est ça mon son. Mais ça m'a pris du temps quand même avant de découvrir ça, mais ça fait une grosse différence. Ça, puis après ça, développer sa clientèle, mais aussi de la garder, donc d'être en mesure de garder tes relations avec ces personnes-là. C'est super important. C'est pas seulement que ce soit comme... Je veux dire, je garde des amis. Là. Ça devient des amis parce que tu finis par collaborer avec eux sur tellement de projets. Tu passes du temps avec ces personnes-là, donc Tu finis par les connaître. Oui, c'est ça. Ouais. Pour te démarquer, tu avais parlé de justement l'exploration, de se découvrir, puis se donner la chance aussi de comme grandir, puis de savoir, OK, qui est Stéphanie, puis qui est Stéphanie face au monde. Donc, j'apprécie le temps que tu nous as donné pour te connaître un peu plus aujourd'hui. Et avec ce, je veux te remercier pour ton temps. Merci beaucoup pour ton déplacement, ça fait plaisir. Pour l'entrevue. C'est tellement sympa. Ta carrière est tellement intéressante et je suis certaine que plusieurs personnes aujourd'hui ont non seulement découvert la composition musicale à l'image, mais aussi peut-être ils ont trouvé leur passion. Peut-être que c'était ce qu'ils avaient besoin pour pouvoir avoir la confiance d'avancer eux aussi. Alors,
Merci beaucoup, Stéphanie. Ça fait plaisir. Et à tous les appreneurs qui nous visionnent, merci, un grand merci et à très bientôt. De leur sofa. De leur sofa. Excuse-moi. Te supporter, t'encourager. Toi, tu jouais. C'était quoi ma réaction encore? Mais tu trouvais ça intéressant à 10 ans? Ouais, parfait. Alors, Stéphanie. Tout le monde m'appelle Steph. Hein.